Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Amityville. Dans une première vidéo, nous allons nous attarder sur le meurtre de la famille DeFeo et les zones d'ombre qui entourent la version officielle. Et enfin, dans une deuxième vidéo, nous parlerons de l'expérience paranormale des Lutz dans la maison du diable. Tout commence dans la banlieue d'Amityville, située à Long Island, dans l'état de New York. Nous sommes le 13 novembre 1974. Au 112 Ocean Avenue, toute la famille DeFeo, qui vit dans cette maison depuis 10 ans, est retrouvée morte. Sauf une personne. Il s'agit de l'aîné de la fratrie, Ronald DeFeo Jr., que l'on appelle Butch. C'est lui qui est allé chercher de l'aide au Henry's Bar, à l'angle de l'avenue. Dans cette maison de style colonial hollandais comprenant un rez-de-chaussée, 2 étages ainsi qu'une cave, ce sont les 2 parents, Ronald et Louise, ainsi que leurs 4 enfants, Allison, Mark, John et Don, que l'on retrouve. Ils ont été abattus dans leurs chambres respectives avec un fusil. À la découverte des corps, c'est la panique dans la ville. Les habitants sont affolés à l'idée qu'un tueur fou rôde dans les rues. L'insomnie gagne la petite banlieue de Long Island. Mais le voisinage semble déjà avoir désigné le coupable idéal, le seul survivant, Butch. Le jeune homme a arrêté les cours à l'âge de 16 ans. Il a eu une enfance difficile avec un père tyrannique, le genre qui jette son fils de 2 ans contre un mur. Si bien qu'un jour, alors plus âgé, il braque son père avec un pistolet. Je vous laisse donc imaginer l'ambiance qu'il règne à la maison. Butch subit des moqueries à l'école. Il consomme des amphétamines à la fin de son adolescence. Marié, il continue à être volage, tout comme son père. Et là, je dois vous lire le témoignage de son épouse Géraldine, car c'est assez lunaire. Un jour, je suis entré au Chatterbox Bar, et j'ai surpris Butch en train de faire l'amour contre le jukebox. Quand je l'ai mis devant le fait accompli, il a prétexté que ce n'était pas lui, mais un portoricain qui lui ressemblait. Une excuse peu crédible. Et suite à cela, Géraldine a cru que le pénis de Butch était une souris verte, qu'il fallait transformer en escargot tout chaud en le trempant d'abord dans l'alcool à 90, puis dans l'eau oxygénée. Non, en réalité, si elle a fait cela, c'était pour éviter d'attraper une MST. Et un soir, va savoir pourquoi, elle a, avec une allumette, cramé son gland. Oui, compliqué cette famille. Il semble que le jeune Butch reproduise tous les aspects négatifs de la figure paternelle, notamment la brutalité. En effet, il aurait l'alcool violent, d'après ses proches. Le soir de la découverte des corps, Butch est emmené au commissariat pour faire sa déposition. Il semble coopératif, demande même à dormir au commissariat alors qu'il n'y est pas obligé, mais le lendemain à 9 h, il découvre que désormais, il est le suspect numéro 1. Nous sommes le 14 novembre 1974, il est 10h30 du matin, et les enquêteurs Robert Dunn et Dennis Rafferty débutent leur interrogatoire qui dure plusieurs heures. Rafferty, persuadé de la culpabilité du jeune homme, affirmera par la suite que DeFeo a raconté plusieurs versions des faits, certaines étant complètement invraisemblables. Et enfin, dans l'après-midi, Butch est à bout. Il fond en larmes et avoue qu'il est l'auteur de la tuerie. Nous sommes désormais le 15 novembre 1974 et dans le New York Daily News, on peut lire « Un fils accusé du meurtre de 6 personnes ». Des rumeurs circulent déjà. Butch aurait empoisonné toute sa famille afin de toucher l'assurance de 200 000 $. Sauf que d'après les autopsies, il n'y a pas de poison dans les corps. Et c'est à ce moment que l'enquête devient étrange. Certains diront même paranormale. En effet, Ronald DeFeo Jr. affirme avoir agi seul. Et là, il faut rappeler les faits de la version officielle. 3 h du matin, Butch se réveille après s'être endormi devant un film de guerre, Un château en enfer, réalisé par Sidney Pollack et avec Burt Lancaster. Le jeune homme va chercher son arme au 2e étage, puis redescend au 1er. Les membres de la famille ont été tués dans leurs chambres respectives à bout portant, avec un fusil Marlin 336 de calibre 35. Butch commence par ses parents, au 1er étage. Il est sur le seuil de la chambre, seule la lumière de la salle de bain éclaire les lieux. Il abat ses parents d'une balle chacun. Ensuite, il traverse le couloir qui mène à la chambre des 2 petits frères âgés de 9 et 12 ans. Il se place entre les 2 lits. Il tue John et Mark d'une balle dans le dos, comme pour les parents. Après cela, l'assassin serait resté planté en regardant le pied de John atteint de spasmes. Maintenant, il part dans la chambre mitoyenne, celle de sa sœur Allison, qui, elle,
est réveillée. Il lui tire une balle qui traverse la joue gauche pour ressortir par l'oreille droite. Elle meurt sur le coup. Le meurtrier remonte au 2e étage pour achever son œuvre en tuant Dawn, qui elle aussi est réveillée. Elle demande à son frère si tout va bien. Butch la rassure et l'invite à se rendormir. Sa sœur se glisse sous les couvertures et c'est à cet instant qu'il lève son arme et lui tire dans la nuque, emportant la moitié de son visage. Toute la famille DeFeo est décimée par l'aîné et désormais le doute plane autour de cette version. D'après les autopsies, la famille n'a pas été droguée et pourtant aucun membre ne semble avoir tenté de s'enfuir en entendant les coups de feu puisque les corps ont été retrouvés de manière passive comme si personne ne s'était réveillé. Il faut rappeler que tous les corps ont été retrouvés dans leur lit et que d'après l'expertise médico-légale, il y a 2 membres qui se sont réveillés et pourtant les corps n'ont pas été déplacés. De leur côté, les voisins n'ont rien entendu. Pas même un coup de feu ou un cri, alors que les maisons sont espacées de 15 mètres. Comment expliquer qu'une seule personne ait réussi à réaliser cette tuerie sans encombre? Le jeune Butch a donné tellement de versions de cette soirée, allant jusqu'à prétendre entendre des voix. Certains vous parleront même de maison du diable et d'un fou possédé par le démon. Théorie que vous retrouverez d'ailleurs dans le 2e opus de la saga Amityville, ou encore le film de 2018 qui s'inspire fortement de cette fameuse soirée du 13 novembre 1974. 2 films où vous retrouverez Burt Young, le fameux Polly dans la saga Rocky. Personnellement, la théorie paranormale ne me convient pas. En revanche, un témoignage plus tardif du meurtrier peut sans doute expliquer ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Préparez-vous à entendre une version de la tuerie d'Amityville qui peut, sans doute, résoudre l'affaire. En 1974, le comportement du père de la famille ne fait qu'empirer. Les violences psychologiques ainsi que physiques peuvent potentiellement expliquer les raisons pour lesquelles Butch a tué Ronald Sr. Et ce n'est pas le seul qui en avait envie. Lors d'un énième acte de violence de Ronnie Sr., Dom s'empara d'un couteau dans la cuisine dans le but de le poignarder. Il l'a surpris, l'a giflé, puis l'a menacé de mort. Et c'est cet événement qui va pousser Butch à passer à l'acte. En compagnie de Dawn ainsi que Bobby et Augie, 2 amis de Butch, ils se sont mis d'accord. Il faut tuer Ronnie. On peut comprendre désormais 2 choses. Butch n'a pas prémédité le meurtre seul, et la violence de Ronnie est certainement le mobile. En revanche, pourquoi avoir tué le reste de la famille, dont Dawn? Pour ce qui est du meurtre de sa mère, il en a donné la raison. Primo, elle aurait fini par comprendre que c'était moi qui avais tué Ronnie. Elle m'aurait détesté pour ça et je ne l'aurais pas supporté. Deuxio, tout le monde semble avoir oublié que ma mère aimait profondément mon père. Il avait quand même été jusqu'à lui composer une chanson, ce n'est pas rien. Et d'après Géraldine, Louise aurait pu retourner le grand-père Michael Brigante contre ses petits-enfants. Car je ne vous l'ai pas dit, mais Michael Brigante trempait dans des affaires avec la mafia. De plus, avec Dawn, il s'était mis d'accord avec Butch pour tuer leur mère, considérant qu'elle avait été contaminée par leur père. Vous comprenez que la version officielle est loin de la réalité. L'aîné n'a certainement pas agi seul. Et voilà ce qui se serait réellement passé. Butch et Dawn sont dans la chambre de leurs parents avec le calibre 35. Le jeune homme hésite à accomplir sa tâche. Dawn lui tire le fusil des mains et tire une balle dans le dos de son père qui dormait sur le ventre. Shaggy, le chien de la famille, se met à aboyer en entendant le coup de feu. Louise se réveille paniquée à côté de son mari. Butch comprend qu'il n'est plus possible de faire marche arrière. Il récupère le fusil et abat sa mère. Les enfants hurlent dans leur chambre, et alors que Dawn comptait leur dire que c'était des pétards, sous le coup de la panique, elle commence à crier à travers la porte: « Si vous sortez de là, préparez-vous à recevoir la raclée de votre vie et c'est moi qui m'en chargerai !» De son côté, Ronnie n'est toujours pas mort. Il se lève de son lit et va à la rencontre de ses agresseurs dans le couloir du premier étage. Butch et Bobby prennent peur et sans même réfléchir, le fils tire une seconde fois sur le patriarche qui finit par succomber des 2 balles qu'il a reçues. Dans la chambre parentale, on entend gémir Louise. C'est alors que Bobby sort son Colt Python et achève la mère de Butch. Le jeune DeFeo aurait d'ailleurs reproché cet acte à son ami, comme pour signifier que ce n'était pas à lui de le faire. Il est environ 1h du matin. Les 2 parents sont morts. C'est un vrai carnage. Le fusil baigne dans une mare de sang. Il faut désormais nettoyer la scène de crime. Mais avant cela, il faut emmener les plus jeunes de la fratrie chez leurs grands-parents avec la voiture d'Augie. Augie, qui attend dans la voiture depuis le début. Le jeune Mark est dans sa chambre et demande ce qu'il se passe.
Butch lui répond de ne pas sortir car il y a un cambrioleur dans la maison. Bobby s'enfuit après avoir vomi dans le jardin. Dawn est complètement défoncée et elle se met à tirer sur la voiture d'Augie qui lui aussi veut partir. Ce que Butch ne pourra pas empêcher. Ronald Jr. se retrouve seul à gérer cette situation. Il décide de maquiller cela en cambriolage qui aurait mal tourné. Et vous allez voir qu'on s'éloigne encore de la version officielle. Alors que la conclusion des légistes dit que personne n'a été déplacé, Ronnie est mort dans le couloir. Butch veut le remettre dans son lit, mais n'y parvient pas seul du fait que son père pèse 130 kg. Il a obligatoirement besoin de Bobby pour le déplacer. Mais pour le moment, Butch s'inquiète pour ses frères et sœurs et décide d'aller les rassurer. Il va voir Allison et lui dit que ses parents ont été touchés par les cambrioleurs. Dans la chambre adjacente, il y a les petits frères, dont Mark, qui a envie d'uriner. Butch lui interdit de sortir de la chambre. Il lui donne le choix entre uriner dans son lit ou alors dans une boîte à café vide. Il choisira la boîte à café avec en prime coup de béquille sur son grand frère. 4 heures du matin. Butch retrouve Bobby et arrive à le convaincre de revenir l'aider. Sauf qu'ils vont vite déchanter lorsqu'ils vont voir ce que Dawn a fait. Depuis toujours, il y a une rivalité entre Dawn et Allison. Allison étant la petite préférée des parents. Et donc, vous vous doutez de la suite. Dawn a abattu sa sœur pendant que Butch était parti. Une balle en pleine tête à bout portant. Le visage est défiguré. Mais Dawn ne s'est pas arrêtée là. Elle va ensuite dans la chambre de ses petits frères et leur demande de s'allonger à plat ventre sur leur lit. Pour Mark et John, ce sera une balle dans le dos chacun. Butch rejoint Dawn dans sa chambre. Elle est assise sur le lit. Et le fusil qu'il avait laissé à côté de son père est désormais au sol dans cette chambre. Il trébuche dessus. Les deux commencent à se disputer. Dawn s'est jetée sur son frère pour l'empêcher de prendre le fusil. Tout se passe très vite. La tête de Dawn heurte le pied du lit. Elle est désormais inconsciente. Butch prend le fusil et tire sur sa sœur. Cet instant est tellement chaotique qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il l'a touché, mais du sang lui a giclé dessus. L'homme, qui s'était déjà nettoyé après le meurtre de ses parents, doit prendre une douche, mais aussi nettoyer ses vêtements tachés de sang. Désormais, il doit aller travailler. Il est 5 heures du matin et il décide d'aller au snack bar à côté du garage de son grand-père. À ce moment-là, il est déjà en train d'établir son alibi. Il raconte à un habitué qu'il est arrivé avant 7 heures car il n'a pas vraiment dormi et qu'avec Bobby, ils étaient devant le film de guerre de Sidney Pollack. Et il ajoute que Dawn a menacé de tuer ses parents, tout en spécifiant, d'après un client, qu'il appellerait à la maison lorsque la famille serait réveillée. 14h30, Butch quitte le garage. Sur la route, il croise enfin Bobby qui va l'aider, notamment pour remettre le corps de son père sur le lit, mais aussi déplacer le corps de sa mère pour donner l'impression qu'elle est en paix. Pour la chambre d'Allison, c'est Bobby qui nettoiera. C'est au-dessus des forces de Butch. Il oubliera d'ailleurs une flaque de sang séché sur le sol. Les deux amis s'occupent ensuite de replacer le corps de Dawn, tâche qui sera complexe car ses cheveux ensanglantés sont collés au matelas. La maison est désormais nettoyée. Bobby quitte le domicile et jette le fusil dans la rivière, au niveau du quai de Richmond. L'arme sera retrouvée par la police lors d'une plongée. Butch se douche à nouveau, remet ses habits de travail et décide de réunir toutes les preuves matérielles, dont l'étui à fusil. Preuves qui seront retrouvées par la police dans des égouts ou encore une poubelle. En revanche, il oubliera les 2 cartons d'emballage du fusil. Et là, c'est étrange, car d'après le meurtrier, les emballages se trouvaient dans le placard. Pourtant, la police aurait retrouvé les cartons dans un coin de la chambre de Butch. L'accusé sous-entendra que les forces de l'ordre les ont déposés à cet endroit. Butch passe au Henry's Bar et le quitte un peu avant 18h30. Il s'assure que certains clients ont bien entendu qu'il allait casser une vitre de la maison de ses parents car il n'a pas la clé et que personne ne répond. Il va réellement casser une vitre de la maison pour faire croire à son mensonge. Il ressort aussitôt pour revenir au Henry's Bar. La suite, vous la connaissez, c'est à cet instant qu'Amityville deviendra tristement célèbre. Ronald DeFeo Jr. sera jugé coupable et emprisonné à perpétuité. Il décède à l'âge de 69 ans, laissant planer le doute sur ce qui s'est passé cette nuit-là, notamment avec les nombreuses zones d'ombre que laisse la version officielle, sans parler des tests ADN post-condamnation que le tribunal
n'a jamais voulu réaliser. Personnellement, je pense que Butch n'a pas agi seul et que la version non officielle que je vous ai racontée se rapproche bien plus de la vérité. Il y a tout de même des preuves qui tendent vers plusieurs meurtriers, telles que la découverte de poudre non brûlée sur la chemise de Dorn, l'implication de plusieurs armes, ou encore la pièce à conviction numéro 26, jugée irrecevable. Cette pièce à conviction, c'est une tache de sang devant la porte de la chambre parentale, prouvant que Ronnie s'est levé. Mais bien sûr, la maison hantée, la présence fantomatique, les voix dans la tête de Butch seront les éléments primordiaux de la thèse qui sera défendue pendant des années. Le tout afin d'en tirer un intérêt financier, notamment pour la famille Lutz. Cette histoire de maison hantée, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Et si vous voulez plus de détails sur la famille DeFeo, l'enquête ou encore les violences policières qu'a subi Butch, je ne peux que vous conseiller ce livre réalisé par Rick Ozuna qui m'a énormément aidé, ainsi que son site, et pour information, toutes mes sources sont en description. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez un maximum sur les réseaux sociaux, comme ça fera vivre la vidéo et ça me fera extrêmement plaisir, d'autant plus que ce qu'on voit généralement à propos d'Amityville, c'est toujours la version officielle, mais en fait, il y a tellement de choses au-delà de la version officielle que je me suis dit c'est quand même important d'en faire une vidéo, donc vraiment partagez un maximum. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!